Bonsoir, mon nom est Axel Prin et il est de mon devoir d'aborder une série, dans laquelle vous ne trouverez hélas rien de plus que de la consternation. Et si vous continuez de m'écouter, je ne pourrai que vous recommander une nouvelle fois d'agir en bon humain du XXIe siècle et de tourner votre regard dans une autre direction. Car si vous êtes friand des fins heureuses, vous êtes au mauvais endroit. Et en effet, lorsque vous ferez des cauchemars, ou même pire encore des insomnies, en vous rappelant toutes les horreurs que j'aurais pu dire dans cette review, rappelez-vous que vous aviez été mis en garde. Mais bref, revenons-en à nos moutons. Et lorsque je dis revenons-en à nos moutons, soyons clairs, je ne fais qu'utiliser ici l'expression populaire, parce que parler de l'animal dans un cas présent n'aurait aucun intérêt. Et le mouton en question est donc la review que je tarde à commencer. Mesdames, messieurs et autres créatures dont le sexe est pour le moment indéfini, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle review. Aujourd'hui on va parler de l'adaptation des excellents écrits de Monsieur Lemony Snicket, j'ai nommé Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire par Barry Sonnenfeld. Avant de vous parler plus sérieusement de la série en soi, je me dois cependant de vous rappeler que cette dernière n'est pas la toute première adaptation des écrits de Monsieur Snicket. En effet, si vous préférez regarder quelque chose de niais avec une fin un tant soit peu joyeuse, je vous recommande plutôt le film sorti en 2004 et réalisé par Brad Silberling. En revanche, si vous préférez faire face à la vérité des événements et ne pas vous contenter de regarder la vie en noir et blanc, la série est faite pour vous. Sachez également pour l'anecdote que l'auteur des livres Lemony Snicket donc n'existe en réalité pas du tout. Il s'agit là d'un pseudonyme utilisé par l'écrivain Daniel Handler, qui est également le scénariste principal sur la série, et qui avait utilisé pour la première fois ce pseudonyme lors de son écrit Le Cercle des Huit, car il ne savait pas vraiment comment allait réagir le public à l'humour satirique qui s'y trouvait. Et c'est ainsi qu'est né ce personnage fictif qui est également le narrateur des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. À présent, parlons quelque peu du nombre 13, nombre de convives idéal pour un bon repas à l'auberge, mais pas que. Car en effet, le nombre 13 est également vu comme portant la poisse, la guigne, la déveine, raison pour laquelle on le retrouve d'ailleurs assez rarement dans des hôtels, des aéroports ou même des cinémas. Cela dit, l'auteur s'est dit qu'il serait assez sympathique de le mettre massivement dans ses ouvrages, étant donné que poisse et malheur riment pas mal avec la vie des orphelins Baudelaire. Et c'est pourquoi il y a 13 tomes, chacun composé de 13 chapitres, mais c'est également pour cela que Lemony Snicket est composé de 13 lettres, et que le titre original, A Series of Unfortunate Events, fait 26 lettres, soit 2 fois 13. Le dernier tome est également sorti le vendredi 13 octobre 2006, encore une fois, chiffre 13. Et si on veut vraiment chercher la petite bête, on peut remarquer que les personnages principaux de Klaus et Violette sont tous deux âgés de 14 et 12 ans, comme si le chiffre 13 était volontairement absent. Bref, tout ça pour dire que la série a visiblement mieux compris l'univers qu'elle adapte par le simple fait d'avoir sorti sa première saison tout d'abord un vendredi 13, mais surtout de l'avoir sorti pile poil 13 ans après la première adaptation cinématographique. Bien, maintenant que les livres ont été présentés dans les grandes lignes, parlons de la série Netflix plus en détail. Et oui, il s'agit encore d'une série Netflix. Je vais finir par leur demander de me payer à la fin. Non, enfin bref. Tout ça pour dire qu'il s'agit également de la série la plus coûteuse de la plateforme. Et hélas, je n'ai pas réussi à trouver de chiffres exacts. Cela dit, on sait que The Crown, également produit par Netflix, avait un budget de 130 millions de dollars. Je laisse donc libre cours à votre imagination. Concernant le showrunner de la série, il est principalement connu pour avoir réalisé la trilogie Men in Black, dont j'ai personnellement détesté le troisième, mais les deux premiers étaient excellents, et puis après tout, personne n'est parfait. Casting à présent, on retrouve également l'un de mes acteurs préférés, j'ai nommé NFPH, Neil fucking Patrick Harris, que vous connaissez sans doute pour son interprétation de Barney Stinson dans How I Met Your Mother, mais pas que. Vous pouvez également le voir jouer une parodie de lui-même dans l'excellente et très atypique trilogie Harold et Kumar, ou l'un des rôles phares du très incompris Starship Trooper. Je pourrais aussi vous parler de Dr. Doogie ou encore de Gone Girl, mais je préfère vous conseiller deux autres de ses travaux plus surprenants. Tout d'abord, la comédie musicale Dr. Horrible's Sings Alone, mais aussi la web-série en 7 épisodes Neil's Puppet Dreams, créée avec son conjoint David Burka, et où sont mis en scène les rêves les plus chelous de l'acteur. Et si je me permets une légère aparté là-dessus, c'est tout d'abord pour revenir sur le fait que Neil Patrick Harris chante très bien, mais surtout sur une petite anecdote assez rigolote, le fait qu'il soit l'interprète de l'opening de départ de la série. D'ailleurs, merci pour la nouvelle sonnerie de téléphone. Un opening qui va d'ailleurs être un petit peu particulier du fait qu'il va incorporer une sorte de piqûre de rappel afin de remettre le spectateur dans le contexte. Piqûre de rappel qui sera tout d'abord chantée par le comte Olaf, puis qui s'adaptera en fonction des doubles épisodes pour être chanté par la nouvelle identité du comte Olaf. D'ailleurs, Neil Patrick Harris est également l'un des producteurs de la série.
Bon, tout ça pour dire que c'est un acteur assez surprenant, mais surtout dont l'humour et la façon de jouer collent parfaitement au personnage. Autre acteur ici présent, Patrick Warburton, qui interprète ici Lemony Snicket, et dont la voix de narrateur charmera jusqu'au plus hétérosexuel des Texans. Cependant, il est principalement connu en tant que comédien de doublage, notamment sur des jeux vidéo, mais également des dessins animés. Et il est également connu en visuel sur le film Men in Black 2, où il interprète l'agent T. D'ailleurs, la série se permettra une petite référence à cela lorsque nos héros iront au cinéma dans lequel sera projeté le film Men in Beige. Mais on retrouve également au casting Malina Weissman, Louis Saynes et Prisley Smith, alias Violette, Close et Sunny Baudelaire, qui sont pour le coup assez charismatiques, mais également assez justes concernant leur jeu d'acteur, et ce malgré leur âge. Et puisque justement je suis en train de vous parler de leur âge, même si dans l'œuvre originale Violette a 2 ans de plus que son frère, pour les acteurs c'est l'inverse, Louis étant le plus âgé. Bien, il est maintenant temps de passer au synopsis. Si ce sont les fins heureuses qui vous intéressent, ou que vous êtes à la recherche d'une quelconque délicatesse, regardez dans une autre direction, car ici vous ne trouverez que malheur et désolation. En effet, tout commence mal pour les pauvres orphelins Baudelaire qui apprennent sous un ciel des plus austères que leurs parents ont péri dans un terrible incendie. Enfin, pauvres c'est une façon de parler, car d'une immense fortune ils deviennent les héritiers, mais apprendront hélas bien vite que face à un homme nourri de rancune, il est des fois difficile de différencier la fortune de l'infortune, et que la mort de leurs parents laissera pour seule épitaphe l'arrivée dans leur vie de l'affreux comte Olaf, un homme qui sera alors prêt à tout pour leur voler jusqu'au dernier sou, et n'hésitera pas à changer d'identité pour pouvoir continuer de les traquer. Je m'arrête donc ici pour ce qui est du scénario, et je vais donc parler plus précisément de la série en soi. Et concernant la réalisation, même si j'ai beaucoup de bonnes choses à dire dessus, je tiens tout d'abord à m'attarder un petit peu sur ce qui lui fait défaut. La temporalité des épisodes est assez abjecte, en effet chaque double épisode donne l'impression de se dérouler en moins de 24 heures, et il est du coup très perturbant pour le spectateur lambda de comprendre pourquoi nos héros vont s'attacher aussi vite à tel ou tel personnage. À côté de ça, la réalisation reste malgré tout surprenante sur plus d'un point, avec notamment un nombre incalculable de petits éléments cachés, qui, si je vous fais une liste à côté de moi, ne vous diront absolument rien, mais qui raviront les fans et les plus attentifs. Autre gros point fort de cette réalisation, c'est sa mise en scène, qui nous proposera à maintes reprises des plans beaux, audacieux, mais surtout significatifs, comme notamment le plan introduisant le comte Olaf, que je ne peux hélas pas vous montrer, faute de droit d'auteur. Réalisation qui, soyons honnêtes, passerait complètement inaperçue sans l'effort monumental qui a été fait sur les décors. Et oui, comme je vous le disais tout à l'heure, il s'agit là de la plus grosse production de Netflix et je suis content de voir que pour une fois c'est pour une vraie raison et non pas parce que les acteurs ont été trop gourmands. Mais non, mais sérieusement, je ne sais pas quoi ajouter à ça. Je veux dire, regardez comme c'est beau, c'est juste magnifique. Et on pourrait même y caler un film français avec un cancéreux coincé dans un triangle amoureux et pour acteurs principaux Danny Boone, Léa Seydoux et Marion Cotillard que je resterai malgré tout assis devant la bouche ouverte à me répéter sans cesse, mais qu'est-ce que c'est beau. Et pour ça, je tiens à dire oralement félicitations à Sandy Walker, chef décoratrice de la série. Et pour vous donner une idée du prix, sachez que 90% des décors ont été créés de toutes pièces pour la série. Décors également mis en valeur grâce à l'excellent travail qui a été fait sur la lumière, mais également l'étalonnage, donnant ainsi un côté malsain à un décor pourtant très coloré. Et puisque j'en suis à parler des décors, il m'est impossible de ne pas mentionner le travail remarquable qui a été effectué sur les costumes ou même le maquillage. Et bien que ça se remarque principalement avec le personnage du comte Olaf, étant donné que Neil Patrick Harris passait des fois jusqu'à 4 heures à se faire maquiller, cela n'éclipse pas pour autant le travail magistral qui a été effectué sur tous les autres personnages secondaires. Enfin, concernant l'ambiance de la série, si lorsque vous cherchez des informations sur cette dernière, vous trouvez beaucoup de phrases du genre « vous feriez mieux de passer votre chemin », c'est uniquement en référence aux diverses introductions qui seront faites au début des épisodes par le narrateur, introduisant ainsi avec humour l'ambiance même de la série, mélangeant agréablement l'humour noir, l'ironie et le cynisme. Cependant, si vous n'êtes pas friand du genre, vous feriez mieux d'effectivement passer votre chemin. Au point où nous en sommes dans ma review, il est maintenant temps pour moi d'aborder mon avis personnel. Et pour ça, je me vois dans l'obligation de vous mettre une nouvelle fois en garde sur ce que vous pourriez y trouver. Car si tout ce que j'ai dit avant laissait supposer que j'allais donner un avis positif, eh bien, vous aviez raison. Alors, soyons très clairs, la série n'est pas dépourvue de défauts, et je reviendrai notamment sur la temporalité que j'énonçais plus tôt. Mais ce n'est pas le seul défaut, en effet on en retrouve pas mal dans les épisodes 5 et 6, notamment le personnage de la tante Joséphine qui m'a personnellement laissé de marbre, je n'étais pas convaincu par le jeu d'acteur, mais surtout le trou dans la fenêtre fait par la statue qui décrédibilise totalement nos héros principaux. En effet, lorsque vous regardez la série ou même que vous lisez les ouvrages, beaucoup de choses paraissent complètement irréalistes, notamment les costumes du comte Olaf, qui font que, eh bien,
Ça semble débile que les gens y croient, mais pourtant, on se laisse prendre au jeu. Cependant, un détail reste important, c'est que les orphelins n'y croient jamais. Et du coup, je ne vois pas pourquoi un trou aussi aberrant, qui ressemble clairement à la statue qui était au milieu de la pièce depuis maintenant un épisode et demi, a pu réussir à tromper ses orphelins. Et du coup, voilà, pour moi, c'est un gros défaut. Mais à côté de ça, la série reste néanmoins une très bonne série et j'ai passé un très bon moment pour les diverses raisons que j'ai pu évoquer plus tôt, que ce soit la réalisation, les décors et j'en passe. Et même si vous écoutez ici un discours d'un véritable fanboy, car oui, il faut savoir que dû à une dyslexie m'ayant, soyons honnêtes, complètement dégoûté de la lecture, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire reste l'un des rares ouvrages à avoir réussi à attirer mon attention suffisamment pour que je les dévore en entier. Bref, je disais, même s'il s'agit là d'un discours d'un véritable fanboy, il me semble quand même notable que des efforts ont été faits sur cette série et que malgré tout, cette adaptation essaye d'amener du renouveau dans les séries télévisées. Après, libre à vous de ne pas apprécier cette dernière pour autant. Bon, sur ce, il est maintenant temps pour moi de vous laisser, mais avant ça, une dernière petite chose. J'aimerais dire aux personnes qui ont fait ce qui s'est passé avec les parents et leur apparition, connard. C'était bien joué, vous m'avez bien eu, mais sérieusement, connard. Bon, sur ce, il est maintenant temps pour moi de vous dire au revoir, mais avant ça, je vous retrouve une dernière fois sur fond vert, afin de vous donner 2-3 anecdotes que j'ai pu dénicher sur la série et que je n'ai pas réussi à donner dans cette analyse. Allez, à la prochaine. Daniel Handler, auteur des livres mais également scénariste sur la série comme je le disais tout à l'heure, apparaît dans cette dernière sous les traits d'un vendeur de poissons dans l'épisode 5, 6 et 7. Le comte Olaf et le narrateur se sont d'ores et déjà connus dans leur jeunesse et pour cela la série y fait allusion à 2 reprises. La première fois lorsqu'un gâteau est présenté au comte Olaf comme étant citronné, soit lemony en anglais, et qu'il s'empresse de dire que ce mot est interdit. La deuxième fois c'est beaucoup moins subtil puisque les 2 hommes apparaissent sur une vieille photo ensemble. Cependant, si vous voulez en savoir plus à ce niveau-là, je vous conseille d'acheter le livre Lemony Snicket, l'autobiographie non autorisée. Cependant, si j'hésite à vous dire de l'acheter, c'est juste parce que ça coûte 92 € pour seulement 212 pages et j'avoue que c'est un petit peu du foutage de gueule et j'espère vraiment que la série fera baisser le prix. Sinon, vous pouvez l'acheter en anglais pour seulement 10 livres. Tous les noms soulignés dans le générique d'introduction sont des anagrammes de comte Olaf. Catherine O'Hara, qui interprète ici le docteur Orwell dans les épisodes 7 et 8, a également joué dans la version de 2004, que je déteste toujours autant. Et cette fois-ci, elle y jouait le juge Strauss. Lorsque nos héros décident d'aller au cinéma, Netflix a profité du personnage loufoque du comte Olaf pour faire sa pub, mais également critiquer le cinéma actuel. En effet, ce dernier dira qu'il est beaucoup plus plaisant de rester chez soi à regarder un film tranquillement sur son canapé, plutôt que d'aller dans une salle où déjà le film sera cher, mais qu'en plus de ça, ils seront obligés de se farcir une tonne de pubs. Pour finir, l'auteur de cette review aimerait beaucoup venir travailler sur cette série. Quoi? Alors ça va, faut bien que j'essaye aussi, non? Allez, salut!